Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada, What Next. Je vous retrouve sur cette deuxième partie accompagnée de notre expert Madoche qui va nous expliquer les différents comptes enregistrés, administrés par l'Agence du revenu du Canada que nous avons ici et à quoi servent ces comptes-là, pourquoi est-ce qu'il faut avoir certains de ces comptes-là, à quoi ça sert et à la fin, qu'est-ce qu'il nous recommande. Bonsoir Madoche. Bonsoir Marie-Agnès. Merci de nous retrouver sur cette deuxième partie. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les différents comptes enregistrés, administrés par l'Agence de revenus du Canada que nous avons? L'Agence de revenus Canada a plusieurs comptes enregistrés. Le premier compte sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est le RIER, ou bien le régime d'épargne, ça s'appelle encore quoi? Le régime enregistré d'épargne pour la retraite. Régime enregistré d'épargne retraite, je connais beaucoup plus le nom en anglais. Ouais. Et en plus du RIER, nous avons le RIER, nous avons également le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, ou le TFSC en le anglais. TFSC en anglais. Nous avons également le RISP, ou bien le compte, le régime enregistré épargne éducation. Oui. Et nous avons également le First Time Home Saving Account. Le FHSC en FHSC anglais, en ou anglais. le CELIAP en français. Bien le CELIAP en français. Donc, voilà les différents comptes enregistrés qui sont au fait. Il y a plusieurs d'autres. Il y a également un compte pour si vous avez des enfants avec des handicaps. Il y a ce qu'on appelle le RDSP, qui est un compte pour... on va chercher l'équivalent en français et on va mettre l'acronyme en français. Tout à fait. Donc, chacun de ces comptes fonctionne a un rôle précis et les mécanismes de fonctionnement sont totalement différents. Donc, j'espère qu'on aura le temps d'aller un peu dans les détails tout au long de cette interview. On va d'abord commencer par les RIER, parce que c'est vraiment l'un des comptes les plus populaires. C'est quoi le RIER? À quoi est-ce qu'il sert? Et est-ce que tu recommandes d'ouvrir le RIER et de contribuer dans le RIER? Bon, le RIER, c'est quoi? Comme on a dit tout à l'heure, c'est un compte régime d'épargne enregistré pour la retraite. Donc, le RIER permet à tout citoyen de mettre un peu de l'argent de côté dans le but de l'utiliser plus tard lorsqu'il sera en retraite. D'accord. Et le gouvernement a essayé de rendre ça assez attirant en permettant toute contribution dans le RIER d'être exempt d'impôt, mais je n'aime pas utiliser le mot exempt, je dirais être différé d'impôt. D'accord. Ça veut dire que lorsque vous contribuez dans le RIER, au lieu de payer l'impôt maintenant, vous allez le payer plus tard lorsque vous allez faire le retrait. OK. Et généralement, le plus tard, là, c'est lorsque on est à la retraite. C'est comme ça que le compte a été pensé. Tel que le compte a été pensé, vous contribuez maintenant pendant que vous êtes jeune, vous travaillez, vous faites beaucoup d'argent. Vous épargnez un certain pourcentage pour la retraite. Et plus tard maintenant, lorsque vous êtes dans vos 65 ans et plus, vous n'avez pas de revenus. Là maintenant, vous pouvez aller faire un retrait dans votre RIER. Et j'espère qu'on aura le temps d'aller un peu plus dans les détails. Parce que je voudrais vraiment expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Comment ça fonctionne, voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Commençons par la limite. Le maximum, c'est-à-dire votre limite de contribution dans votre RIER a été fixée par le gouvernement à 18% de votre revenu. Avec un plafond qui est de 31 560 en 2024. D'accord. Ça veut dire que pour cette année-là, si vous n'avez jamais eu de RIER, vous pouvez mettre 18% de votre revenu avec un maximum de 31 560. Ça, c'est dingue. Donc, pour que les gens comprennent bien, ça veut dire quoi? Que si j'ai un revenu, si j'avais un revenu en 2024 de 100 000, ma contribution, c'est 18% de mes 100 000 avec un plafond de 31 000 quelque chose. 560. Donc, si vous avez un très gros revenu et que 18% dépasse le plafond, donc votre contribution sera le plafond. Ouais. OK. Donc, prenons un exemple. Vous faites 100 000, vous pouvez mettre 18 000. Celui qui fait 1 million ne pourra pas mettre 180 000. D'accord. Il pourra mettre seulement
31 560. D'accord, donc c'est ça. Donc ça, c'est la limite. Maintenant, les limites non utilisées peuvent être reportées. Ça veut dire que cette année, prenons le même exemple, vous avez un revenu de 100 000, vous pouvez mettre 18 000, vous ne mettez rien. L'année prochaine, vous reportez d'abord les 18 000 et ça s'ajoute à la nouvelle limite que vous auriez accrue. C'est-à-dire que si l'année prochaine, vous faites encore un autre revenu de 100 000, vous avez accru un autre 18 000, vous ajoutez aux 18 000 de l'année passée, ça vous fait 36 000, ainsi de suite. Et ça sera accru, mais on va à chaque fois tenir compte de ce que vous gagnez ces années-là et ça s'accumule. Donc, si ton revenu change au fil du temps, la contribution change aussi. Effectivement, la limite est fonction de votre revenu. J'ai utilisé 100 000 juste pour essayer de le rendre simple. Mais si votre revenu est de 200 000 par exemple, votre limite sera maintenant de 36 000. Mais vous êtes déjà au-dessus du plafond. Donc, on va prendre le plafond qui est de 31 560, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui concerne les limites. La deuxième chose que j'aimerais préciser concernant le REER, c'est que toute contribution que vous faites dans votre REER, vous bénéficiez d'un abattement fiscal. Je vais prendre un exemple. Prenons le cas de quelqu'un qui fait 100 000 et que son taux marginal d'imposition est de 30 %. Alors, ce que j'appelle taux marginal d'imposition, c'est l'addition entre le taux d'imposition fédéral et provincial. Il est de 30 %. Alors, vous faites 100 000 et que vous avez un taux marginal d'imposition de 30 %, ça veut dire que vos impôts, les impôts auxquels vous êtes redevables sont de l'ordre de 30 000. Supposons donc que vous faites une contribution de 10 000 dans votre REER. Vous auriez un crédit d'impôt équivalent à votre taux d'imposition marginal qui est de 30 %. Ça veut dire que si vous contribuez 10 000 dans votre REER, vous auriez un crédit d'impôt de 3 000, qui est 30 % de 10 000. Ces 3 000 de crédit d'impôt, il s'agit de crédits d'impôt remboursables. Ça veut dire qu'ils vous seront remboursés dans votre déclaration. Mais ça veut juste dire que vous avez déféré les impôts sur ces 10 000. Alors, qu'est-ce qui se passe si le compte REER, il fonctionne tel qu'il a été conçu par le gouvernement et que les 10 000 que vous avez contribué dans votre REER cette année-là, vous allez maintenant l'utiliser ou alors vous allez le retirer après, dans vos 65 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez 65 ans, vous ne travaillez plus. Vous ne faites plus 100 000 l'année, mais vous faites maintenant 20 000. Votre retraite, si c'est 20 000. Vous faites maintenant 20 000 parce que ce n'est que la retraite, ce n'est que la pension. Alors, vous quittez de 100 000 à 20 000. Votre taux marginal d'imposition quitte de 30 % à 10 % par exemple. Maintenant, vous décidez de faire un retrait dans votre REER. Tout l'argent que vous retirez de votre REER, vous êtes taxé à 10 %. Mais figurez-vous que lorsque vous avez fait la contribution il y a de cela 20 ans, vous avez eu un crédit d'impôt remboursable de 30 %. Donc, vous venez juste par ce mécanisme-là de faire un bénéfice de 20 % en matière d'impôt. Ça, c'est deux. La deuxième chose également que je voudrais préciser par rapport au REER, c'est qu'il n'est pas seulement un compte d'épargne, mais il est également un compte d'investissement. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'investir l'argent que vous contribuez dans votre REER. Alors, lorsque vous investissez, dépendamment de ce dans quoi vous investissez, vous vous exposez encore à 3 types de revenus potentiels. On peut parler des intérêts, si vous prenez les choses comme, si vous investissez dans des produits bancaires comme les GIC. On peut parler des dividendes, ou bien on peut parler des gains de capital. Il y a des 3 revenus potentiels. Votre REER, votre argent, l'argent que vous avez dans votre REER, il va grossir. Tout ça en franchise d'impôt, parce qu'il est protégé par la loi, que vous n'êtes pas taxé. Et vous ne serez taxé qu'au moment du retrait. Maintenant, l'autre question parfois qui apparaît est celle de savoir, est-ce que je peux faire un retrait à mon REER? Est-ce que je suis tenu d'attendre l'âge de la retraite? Je dis non. Vous pouvez faire l'argent que vous avez dans votre REER, il n'est pas fermé, il n'est pas bloqué. Donc, vous pouvez l'accéder à tout moment. À tout moment. Sauf que, tenez-vous tranquille, à chaque moment que vous allez faire un retrait dans votre REER, vous allez payer l'impôt sur ce retrait.
est-ce que l'impôt que tu payes au moment du retrait, c'est appliqué à la tranche d'imposition en cours? Je prends juste un exemple. Donc, Si j'ai par exemple contribué dans mon REER alors que j'avais un revenu de, disons, 40 000 et que maintenant j'ai un revenu de 80 000 et que je veux retirer l'argent que j'avais contribué quand j'avais un revenu de 40 000, on va me taxer où? Oui. À l'heure actuelle ou quand je contribuais et avec la tranche d'imposition de 30 ou de 40 000? Comment ça fonctionne? Ok, voilà comment il fonctionne. Chaque fois que vous faites un retrait dans le REER, puisque les REER sont administrés par les banques, c'est d'abord important de le savoir. Alors la banque est tenue de faire une retenue à la source d'un certain montant, dépendamment de combien est-ce que vous retirez. Je prends un exemple. Si vous retirez entre 0 et 5 000, la banque fait une retenue à la source de 10% de ce montant. Il s'agit d'une avance d'impôt sur le revenu. Elle retient, elle va verser au gouvernement, mais elle vous donne un reçu. D'accord. Alors, le retrait que vous faites dans votre REER est ajouté à votre revenu de cette année. Je prends un exemple. Nous sommes en 2000. Prenons l'exemple de 2024. Quelqu'un qui avait un REER en 2024, il est arrivé en 2024, supposons, il a travaillé, il a gagné 50 000. Il a fait un retrait de 5 000 dans son REER. Son revenu n'est plus 50 000, mais il est maintenant de 55 000. Parce que les 5 000 de retrait du REER sont considérés comme un revenu passif. Oui. Alors, ces 5 000-là s'ajouteront aux 50 000. Et c'est ça, il va payer l'impôt en fonction de son taux marginal d'imposition sur les 55 000. Exactement, sur au moment du retrait. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. J'avais un client que j'ai géré le dossier. Bon, il avait beaucoup d'argent et cette année, il avait fait plus d'1 million. Plus d'1,3 million de revenus. Wow. Il avait fait un retrait de 300 000 dans son REER. Les 300 000 sont ajoutés à son 1,3 million qu'il avait fait pour faire 1,6 million. Et il a payé l'impôt sur 1,6 million. Wow. Donc, je comprends parfois que lorsque vous faites un retrait dans votre REER, parfois vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez la possibilité de le différer et faire le retrait l'année où vous avez fait le moins d'argent, il est plus préférable parce qu'il est plus avantageux d'un point de vue fiscal. OK. Maintenant, lorsqu'on enlève de l'argent dans ces REER, est-ce qu'on regagne cet espace de contribution? Très bien, ça c'est une bonne question. Comment est-ce que ça fonctionne? Non, la réponse est non. OK. Donc une fois que vous faites un retrait dans votre REER, cette limite elle est perdue. À jamais? À jamais. Okay. Vous ne la regagnez pas. Mais cependant, vous continuez à gagner des limites en fonction du revenu que vous avez travaillé cette année-là. D'accord. Mais en ce qui concerne l'argent que vous avez retiré, vous ne regagnez pas cette limite. D'accord, OK. Maintenant, pour les nouveaux arrivants, lorsque je viens d'arriver au Canada, comment est-ce qu'on détermine l'espace de contribution? OK. Donc, j'ai envie d'expliquer ça vraiment de façon très claire parce que c'est une question qui revient souvent et elle est parfois un peu confuse. D'accord. Prenons l'exemple de quelqu'un qui arrive au Canada en 2024. Nous sommes en 2025. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est arrivé au Canada l'année passée. Il a eu un revenu de, bon, pour garder simple, il a eu un revenu de 10 000. OK. Maintenant, en 2024, il n'avait pas de contribution, il n'avait pas de limite de REER, il n'avait pas gagné de limite de contribution au REER. Donc, sa limite de contribution au REER est 0. Par conséquent, il n'est pas éligible de contribuer quoi que ce soit au REER parce qu'il n'a pas de limite. Maintenant, il a travaillé 10 000 en 2024. Ces 10 000, vous prenez 18% de 10 000, ça fait 1 800. Okay. Ça veut dire qu'en 2025, il sera éligible de contribuer 1 800 dans son REER. Ceci en fonction du revenu, de son revenu de 2024. Okay. Donc, ça répond à la question? Ça répond à la question. Très bien. Oui. Parce qu'il y a parfois un peu une confusion. On me dit non, il dit non, ce n'est pas comme ça. Lorsque vous arrivez sur le territoire canadien, votre limite de contribution au REER est nulle. Vous n'en avez pas, puisque vous n'avez pas gagné. Ouais. Vous commencez à gagner à l'année N+1 en fonction de votre revenu de l'année N. Lorsqu'on parle de revenus, il s'agit de quel revenu en fait? Est-ce que
les revenus, je veux dire, est-ce que si j'ai par exemple le salaire, plus l'argent des allocations des enfants, plus, je ne sais pas, j'ai peut-être mon petit business que je fais à côté, qu'est-ce qui est considéré comme revenu? OK. Ce que Revenu Canada considère comme revenu, c'est ce qu'ils appellent le earned income, c'est-à-dire un revenu que vous avez gagné. OK. Ça veut dire que votre salaire est gagné, ça fait un revenu éligible pour le calcul de votre limite journalière. L'argent des allocations des enfants, c'est ce qu'on appelle unearned income, c'est un revenu non gagné. Il ne fait pas partie du calcul. Il ne fait pas partie du calcul. Okay. Si vous avez un business, earned income, vous avez gagné un revenu, il fait partie du calcul. OK. Tout à l'heure, on a parlé des différents produits d'investissement, puisqu'on a relevé le fait que le REER, c'est un compte enregistré pour l'épargne, pour la retraite, et qu'il faut qu'il soit considéré comme un compte d'investissement avant tout. Parce qu'on a la possibilité de fructifier, de faire fructifier cette épargne-là. Lorsque on investit à l'intérieur du REER, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait soi-même? Est-ce qu'on laisse la banque faire des placements pour nous? Qu'est-ce que tu recommandes en tant qu'expert? Vous pouvez les deux voies. Okay. Donc, si vous vous connaissez en matière d'investissement, vous connaissez par exemple quel stock acheter, quel stock vendre, des choses comme ça. Okay. Vous pouvez investir de vous-même. Sauf que pour le faire, vous allez ouvrir avec les banques ce qu'on appelle Self-Direct Investment Account, c'est-à-dire des comptes d'investissement autonomes. Okay. Je prends un exemple, avec plusieurs banques, il y en a iTrade, il y a Direct Investment. Vous pouvez ouvrir un REER dans l'un de ces comptes autonomes d'investissement-là. Et une fois que vous avez ouvert ce compte avec la banque, ce REER dans l'un de ces comptes avec une banque de la place, vous pouvez aller là, vous décidez d'investir dans votre REER en fonction de votre connaissance. Et ça, c'est pas risqué. Je dirais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il est assez risqué, surtout pour quelqu'un qui vient d'arriver et qui n'a pas une bonne connaissance du fonctionnement des marchés financiers. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette voie-là. Vous pouvez également demander à la banque d'investir à votre place. Alors, dans le REER, par exemple, vous pouvez accéder à 3 types d'investissements. Il y a ce qu'on appelle les GIC ou bien Guarantee Investment Certificate, c'est-à-dire les certificats d'investissement garantis. Donc, il s'agit de produits bancaires qui ont un terme précis, 2 ans, 3 ans, à un taux d'intérêt précis pour le terme. Son risque est nul. Okay. Il y a également les fonds mutuels. Avec les fonds mutuels, le risque dépend de votre appétit du risque. Donc, vous avez les risques faibles, moyens, élevés. Et en fonction de ces appétits du risque-là, vous choisissez un. La banque va vous faire des propositions en matière d'investissement. Vous allez choisir. Et vous allez également, et une fois que vous avez fait le choix, la banque achète pour votre compte et l'argent grandit ou ne grandit pas au fil du temps, dépendamment du fonctionnement des marchés financiers. Il y a un risque qui n'est pas garanti par la banque. Cependant, avec mon expérience que j'ai dans le domaine bancaire, si vous adoptez une approche à long terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, vous en sortirez gagnant. OK. Maintenant, lorsque on parle des REER, est-ce qu'il y a une conduite que tu peux recommander pour les nouveaux arrivants? Déjà, est-ce que c'est conseillé? Et lorsqu'on ouvre, déjà, comment on fait même pour ouvrir un compte? Est-ce que je peux ouvrir moi-même? Est-ce que je m'adresse à qui? Non, pour ouvrir un compte, un REER, vous vous adressez à votre banque. OK. Vous allez à la banque, vous dites que vous voulez ouvrir un REER. Ils vont trouver un spécialiste pour vous assister pour ouvrir le REER. Est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs REER?
vous pouvez ouvrir plusieurs RIER avec plusieurs banques, pas avec la même banque. Cependant, la contribution cumulée de ces RIER, la contribution que vous allez faire dans ces RIER cumulés ne doit pas être au-delà de votre contribution limite. Parce qu'une fois que vous êtes au-delà de la limite, vous êtes pénalisé à 1% par mois par le gouvernement. Donc, il est très important de ne pas aller au-delà de la limite. Et puisqu'on parle du RIER, quelque chose que j'ai failli oublier, c'est également ce qu'on appelle le first-time home buyer. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre RIER en tant que premier acheteur. Donc, je vais essayer d'expliquer ça assez simplement. Vous avez un RIER, ça, il ne s'applique certainement pas aux nouveaux arrivants parce que j'imagine qu'ils n'auront pas encore réussi à accumuler assez d'argent. Mais supposons, prenons le cas de quelqu'un qui est là depuis 5 ans ou 3 ans, par exemple, qui a un RIER, et prenons le cas de quelqu'un qui a peut-être 50 000 $ dans son RIER. Il décide d'acheter une première maison. Là, il décide d'acheter sa première maison. Alors, il peut faire un retrait dans son RIER en franchise d'impôt pour l'achat de sa première maison. Et quand je dis en franchise d'impôt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il décide de faire un retrait de 25 000 dans son RIER, en principe, lorsque vous faites un retrait de tout retrait dans votre RIER est taxable. Mais si vous retirez cet argent pour l'achat de votre première maison, il n'est pas taxable tout de suite. Cependant, le gouvernement dit que cet argent-là, des 25 000 que vous avez pris, vous allez le retourner dans votre RIER dans un délai de 15 ans. Alors, si vous ne le retournez pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va prendre, qu'est-ce qui se passe? On va prendre les 25 000, on divise par 15. Je dis n'importe quoi, je pense que ça donne 1 500 par an. Donc, vous êtes tenu de contribuer au moins 1 500 par an dans votre RIER. Chaque année. Si vous ne le faites pas, on va calculer. C'est 1 500. Si nous supposons, au lieu de contribuer 1 500, vous contribuez 1 000 $. On va considérer que 500 est un revenu. On va l'ajouter à votre revenu de cette année-là et vous allez payer l'impôt dessus. Maintenant, il faut alors faire la nuance entre faire un retrait de ses RIER pour l'achat de sa première propriété et utiliser le CELIAP, qui est le compte libre d'impôt pour l'achat de la première maison, ou le FHSC en anglais. Il faut faire la nuance parce que lorsque on ouvre le FHSC, c'est seulement pour l'achat de sa première propriété. Et là, on n'est pas taxé. Et on n'a pas l'obligation de rembourser comme dans les RIER, juste pour faire la différence. Et je pense que c'était l'une des insuffisances du First Time Home Buyer que le gouvernement a voulu combler. Parce que le CELIAP dont vous parlez, il est nouveau, il n'a pas 3 ans d'âge. Donc il est très récent. Et justement, il fonctionne un peu à l'opposé du RIER. Parce qu'avec le RIER, lorsque vous prenez de l'argent dedans pour l'achat de votre première maison, vous êtes tenu de rembourser. Ce qui n'est pas le cas pour le CELIAP. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a parlé des RIER. C'est quoi le délai pour contribuer dans le RIER pour cette année? Ceux qui veulent contribuer dans le RIER, le délai, c'est quand? À fin du mois de février. À fin du mois de février. Maintenant, on parle du CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Qu'est-ce que le CELI? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu le conseillerais? Bon, le CELI, ou le TFSC en anglais. Comme vous l'avez dit, oui, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire tout simplement que c'est un compte que le gouvernement a mis en place pour permettre aux gens d'épargner et d'investir sans toutefois payer la taxe sur le profit qu'ils font. C'est pour ça qu'il est libre d'impôt. Il faut qu'on rappelle que tout gain est taxable. Tout profit qu'on fait, on doit payer les impôts. Principe. En principe. Donc, tout est taxable. Donc, cependant, si vous faites un investissement dans votre CELI, c'est le seul moment où vous ne payez pas d'impôt sur le profit. D'accord. Mais si vous faites un investissement en dehors du CELI, tout profit, en dehors des comptes enregistrés, parce que la différence clé
entre le CELI et le REER, c'est que l'impôt dans le REER, il est différé, alors que dans le CELI, il est exempt. Dans le CELI, il n'y a pas d'impôt. Ni maintenant, que tu ni mets plus dans tard. le CELI a déjà été imposé. Il a déjà été imposé. Ouais. Et lorsque vous contribuez dans le CELI, vous n'avez pas un crédit d'impôt que vous recevez en retour, comme dans le cas du REER. D'accord. Donc, maintenant, il est important de comprendre aussi que le CELI, tout comme le REER, c'est un compte d'investissement. Ça veut dire que dans le CELI, pour pouvoir tirer le maximum de profit de ce compte, il faut investir. Okay. Et vous avez également accès au même type d'investissement que dans le REER. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des certificats d'investissement garantis, vous pouvez acheter des fonds mutuels ou bien vous pouvez acheter des stocks. Okay. Et en principe, lorsque vous investissez dans ces différents véhicules-là, tels que j'aime l'appeler, vous allez soit dégager des intérêts, des dividendes ou des gains de capital. Chacun de ces trois bénéfices est taxable à sa modalité d'imposition. Mais puisque vous avez fait ce profit dans le CELI, il est exempt d'impôt. Pareil aussi, lorsque, bon, dans le REER, on diffère. Dans le REER, on diffère. Dans tous les autres comptes, on diffère, sauf dans le CELI. Sauf dans le CELI, ok. Et est-ce que tu recommandes aux nouveaux arrivants d'avoir ces comptes-là? Moi, je recommande fortement d'avoir ces comptes-là, notamment le CELI, le REER dont on vient de parler. Le CELI vous permet d'épargner, d'investir et ne pas payer l'impôt sur les profits que vous faites. Tout le monde a besoin de ça. Et l'une des façons d'épargner dans le CELI, c'est de le faire de façon régulière. Par exemple, vous pouvez vous organiser avec votre banque. Si vous êtes payé tous les 2 semaines, lorsque votre paye arrive dans votre compte bancaire, vous demandez que $100 ou bien $200 aillent dans mon CELI. Oui, parce que parfois on dit que je vais investir avec quoi? Il n'y a rien qui reste. C'est ça. C'est une astuce aussi. Si vous investissez, vous contribuez maintenant. D'abord, chaque fois que votre salaire arrive, $100 ou $200, ça va dans votre CELI. Et assurez-vous également que cet argent, lorsqu'il va dans votre CELI, il est investi. Moi, je suis un big fan des fonds mutuels, je ne vais pas cacher. Maintenant, en fonction de votre risque d'appétit, votre banquier va vous conseiller le meilleur fonds pour vous en fonction de votre tolérance au risque. Et vous investissez, sauf que lorsque vous investissez dans des fonds mutuels, mettez-vous en tête que vous le faites pour le long terme. N'investissez pas aujourd'hui et vous venez dans 1 ou 2 mois dire que vous avez besoin de cet argent. Ça veut dire que cet investissement n'était pas bon pour vous. Il aurait mieux choisi autre chose, peut-être un compte d'épargne, parce que le CELI aussi, c'est un compte d'épargne. Et dans ce CELI-là, il y a les comptes d'épargne qu'on appelle compte d'épargne accéléré. Vous pouvez mettre de l'argent dans ce compte d'épargne dans le CELI à un taux d'intérêt un peu plus élevé que les taux d'intérêt dans les comptes d'épargne traditionnels. Ça, en fait, je sais que le CELI existe, mais je ne savais pas qu'il y avait un sous-compte. Il y a un sous-compte d'épargne. Si vous ne voulez pas investir dans les fonds mutuels, dans les stocks ou bien dans les garanties d'investissement, vous demandez que, bon, mettez-moi ça dans le compte d'épargne qui est dans le CELI. Le compte d'épargne accéléré. Oui. Wow. On apprend tous les jours. Le taux d'intérêt un peu plus élevé, OK. Donc, on a vu le REER, on a vu le CELI, on a évoqué le CELIAP. Qu'en est-il du compte enregistré pour l'éducation? Oui. Parce que les nouveaux arrivants, ils doivent savoir tout ce qu'on a ici au Canada qui peut permettre de bien organiser, de bien planifier ses finances et ceux des enfants. Tout à fait. S'agissant du compte d'épargne éducation, en anglais on l'appelle RESP. C'est un compte que moi personnellement je le recommande fortement aux parents. Parce qu'il permet d'épargner, de mettre de l'argent à côté chaque mois ou chaque 2 semaines, dépendamment de la fréquence que vous utilisez, ou bien chaque année. Le plus important, c'est que le gouvernement va contribuer 20% de ce que vous mettez dans ce compte. Donc, c'est un peu comme si vous avez un retour sur investissement garanti de 20%. Il y a un plafond. Le plafond est de $500 par... Puisque, bon, le maximum par enfant, le maximum de contribution par enfant par an est de $2500. Donc, si vous prenez 20% de $2500, ça vous donne $500.
le maximum de contribution, le maximum que le gouvernement peut contribuer par enfant est de $7 200. Par an? Non. Tout au long? Lifetime. OK. Tout au long de la création du compte. C'est-à-dire 20% de ce que vous contribuez avec un maximum de 7 200. 7 OK. Maintenant, l'un des avantages de ce compte également, comme pour les autres, c'est la possibilité d'investir. Ouais. Puisque tous ces comptes, avant d'être des comptes d'épargne régulés par la loi, c'est également des comptes d'investissement. Et lorsque vous comprenez que c'est un compte d'investissement, il faut investir l'argent que vous avez là-dedans. C'est lorsque vous investissez que vous tirez vraiment profit. Et lorsqu'on investit pour le long terme, pas pour le court terme. Ouais. Donc, s'agissant de ce compte spécifique-là, moi j'ai trouvé qu'il était un compte assez intéressant lorsqu'il en vient de l'éducation des enfants, dans la mesure où vous épargnez de façon régulière, vous avez ce que le gouvernement met, vous avez votre argent, vous avez l'argent du gouvernement, et puis vous investissez les deux. Vous multipliez votre possibilité de gagner. OK. Maintenant, si une famille a plus d'un enfant, est-ce qu'il devrait ouvrir un compte pour chaque enfant ou alors un compte suffit pour tous les enfants? Comment est-ce que ça se passe? Bon, il y a deux types de comptes. Okay. Il y a ce qu'on appelle il y a deux types de plans. Il y a ce qu'on appelle les plans familiaux et les plans individuels. Okay. Si vous avez plusieurs enfants, il est fortement... Vous avez l'option, vous pouvez ouvrir un compte pour chaque enfant ou bien vous pouvez ouvrir un compte familial. Ouais. Sauf qu'il est fortement conseillé, si vous avez plusieurs enfants et que ce sont vos enfants, parce qu'ils doivent être reliés par sang, et que ce sont vos enfants, il est important d'ouvrir un compte familial. Vous avez un compte familial dans lequel vous avez vos enfants qui sont listés. L'avantage du compte familial, c'est que si un des enfants, puisque l'objectif du RESP, c'est de permettre aux enfants d'aller faire des études universitaires plus tard. C'est-à-dire l'enfant utilise cet argent lorsqu'il va à l'université. Oui. Lorsque vous avez le compte familial avec vos différents enfants alignés, si un enfant ne va pas à l'université, son argent peut aller à l'autre enfant. D'accord. Mais si vous avez un compte individuel pour chaque enfant et qu'un enfant ne va pas à l'université, qu'est-ce qui se passe? Votre contribution, vous pouvez le retirer, vous pouvez le récupérer. D'accord. L'argent que le gouvernement avait mis, il reprend son argent. Et la famille perd. Parce que cette contribution aurait pu servir à l'autre. OK. Non, c'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Donc, c'est pour ça que si vous avez plusieurs enfants, il est fortement conseillé d'ouvrir un compte familial. Et je rappelle aussi que même si vous aviez ouvert le compte individuel, vous pouvez après demander qu'on le transforme. Oui, dans une Parce que je me rappelle qu'au début, on avait un compte individuel. Après, là, quand les autres sont arrivés, là, bon... Tout au début, là, lorsque vous partez à la banque, oui, c'est parfois... Tout au début, là, lorsque vous partez à la banque, même si vous avez un seul enfant, demandez qu'on ouvre un compte familial pour éviter plus tard de venir... Étant donné que c'est des comptes enregistrés, ces transactions, d'un point de vue de la banque, sont parfois un peu complexes. Ça prend un peu plus de temps. Mais si vous directement, là, vous ouvrez un compte familial, dès que les autres enfants viennent, vous les alignez justement. Et c'est spécifique à l'université ou ça peut aussi être des formations postsecondaires? Ça peut aussi être des formations postsecondaires, tout à fait. Mais ça doit être ici au Canada, c'est ça? Non, ça n'a pas besoin d'être seulement ici au Canada parce que je me rappelle quand j'exerçais encore là, il y a des gens qui allaient hors du Canada, notamment l'Australie, les États-Unis, et qui utilisaient le RESP. Oui, justement. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que tout retrait dans ce compte-là est conditionné par la présentation d'un document à la banque qu'on appelle le Proof of Enrollment. Il s'agit d'un document qui montre que l'admission, que l'enfant a été admis. Non, il est différent de l'admission parce que vous pouvez être admis dans une université, mais vous décidez de ne pas y aller. Ah, d'accord. Donc, le Proof of Enrollment, c'est un document qui montre que vous êtes actuellement inscrit dans l'université, vous avez pris des cours. D'accord. Et c'est ce document-là que vous apportez à la banque. Vous dites, OK, je vais faire un retrait
Parce que l'enfant va à l'école, on demande le document, vous le présentez, et puis vous faites le retrait. Et il n'y a pas de limite en ce qui concerne le retrait. OK. Est-ce que les contributions des parents dans le RESP, le compte pour l'éducation, sont déductibles d'impôts? Non. Donc, ça ne joue pas? Non, ça n'a aucune incidence fiscale. Fiscale, d'accord, OK. Non. Un mot pour la fin, un conseil pour les nouveaux arrivants qui nous regardent sur l'impôt en général. Qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu recommandes? Et on va conclure cette magnifique émission. Bon, je dirais qu'il était vraiment difficile de pouvoir balayer tous les aspects des différents comptes enregistrés pendant ce court moment que nous avons eu. Donc, on a essayé de le passer en revers de façon vraiment superficielle, juste pour que les nouveaux arrivants comprennent que ces comptes existent. Et si vous avez besoin de plus d'informations au sujet de ces comptes-là, rapprochez-vous de vos banques parce que ces comptes sont administrés par des banques. Si vous avez des enfants, je recommande, prenez des informations par rapport au RESP. Si vous travaillez, prenez des informations par rapport au REER, il vous sera bénéfique plus tard. Prenez des informations par rapport au CELI pour pouvoir épargner et faire grandir de l'argent en franchise d'impôt. Prenez des informations par rapport au CELIAP. Tout ça est administré par les banques et les banques sont beaucoup plus disposées à pouvoir mieux donner d'informations, des conseils sur ces différents comptes. Et encore, nous avons un site internet. Si jamais vous avez des questions concernant le volet fiscal de ces différents comptes-là, adressez-vous à l'expert. Exactement. OK, ben, on va épingler le site. C'était quoi? Precisiontax.ca, www.precisiontax.ca. Merci beaucoup, Madoche. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez une question, vous pouvez laisser la question en commentaire et je me ferai le plaisir de transmettre la question à qui de droit. Je vous remercie beaucoup et si vous avez un besoin, vous pouvez contacter notre expert. On se retrouve sur une prochaine capsule peut-être. S'il y a des questions, on pourra revenir. Des questions, on pourra revenir, tout à fait. Merci et à la prochaine. Bye.